Je me forçais à aller au boulot, j'avais la boule au ventre le matin pour y aller. Et le soir, quand j'étais avec mes proches et tout disparaissait. Et dès que je retournais au boulot, la boule au ventre, je pleurais dans le bureau. Au final, ça s'est même transformé sur mon corps, je faisais des plaques, etc. Une médecin que je remercie grandement m'a arrêtée. Et au final, j'ai pris la décision d'arrêter le contrat. J'ai développé à cette époque une phobie des entreprises. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée à mon compte et qu'aujourd'hui j'entreprends. Tu sais pas où tu seras dans un an. Mais si tu commences maintenant, si tu commences à faire les efforts, si tu commences à penser autrement, à te dire que c'est possible, je te garantis qu'à un moment, même si tu sais pas encore comment tu vas y arriver, tu vas y arriver. En chiffre d'affaires, en gros, signé en septembre, j'étais à 15 000 euros. En octobre, un peu plus. En novembre, 30 000. Et là, je sais même pas faire le calcul en décembre, mais presque 40 000. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est le deuxième épisode sur le bilan de mon année 2023 pour vous permettre de réaliser votre meilleure année en 2024. Que ce soit au niveau de la création de contenu sur les réseaux sociaux, du business et du mindset. Dans cet épisode, on va parler business et c'est pour moi le plus gros aspect de ma vie qui a changé cette année. Autant vous dire que j'avais pas de business avant, ou en tout cas j'étais plus freelance on va dire, et là j'ai un business qui tourne à 30 000 euros par mois pour le moment, sur les 2 derniers mois, et le but c'est de faire beaucoup plus l'année prochaine, donc ce n'est pas un titre racoleur, c'est la vérité. Je suis passée de 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires jusqu'à mai-juin à peu près, à 30 000 euros sur le mois de novembre et décembre de l'année 2023 aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à te partager aujourd'hui ma queen pour t'aider à développer ton business l'année prochaine ou en tout cas potentiellement t'inspirer. Premier disclaimer de cet épisode, le but c'est pas du tout de te frustrer, de te comparer, etc. C'est vraiment de t'inspirer, de te montrer que c'est possible parce que moi il y a un an je n'y croyais pas, j'avais pas vraiment d'exemple féminin dans cette thématique qui montre qu'on peut gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux tout en faisant quelque chose aussi de noble on va dire et que ça nécessite pas, je te rassure, d'arnaquer les gens, de travailler la nuit, etc. Tu vas voir, je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Donc vraiment, il faut surtout pas, et c'est même ma première leçon qui était même pas prévue dans cet épisode, il faut surtout pas que tu te mettes dans une énergie négative quand tu écoutes la réussite des autres, quand les autres partagent leur victoire, etc. Il faut au contraire que ça te booste, que ça t'inspire et que ça te mette dans une énergie positive du si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Je vais faire en sorte, je vais me former et je vais y croire parce que la première chose à faire c'est clairement d'y croire. Moi j'ai vu mes résultats exploser au moment où j'ai commencé à y croire réellement, à incarner qui j'étais vraiment, à assumer mes ambitions, ce que je voulais dans la vie. Donc vraiment c'est la première étape, c'est d'y croire, de s'inspirer de personnes qui réussissent, de trouver, comme je te le disais dans l'épisode précédent, un mentor, quelqu'un qui te motive et qui te montre que c'est possible, et ensuite tu vas voir les opportunités vont venir à toi, tu vas mettre en place les actions et ça va le faire. Donc vraiment prends cet épisode comme une source d'inspiration. Et je vais te partager aussi les échecs, etc. Tu vas voir, c'est pas la vie, c'est pas les bisounours, mais c'est possible et je te garantis que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que ma réussite, elle peut paraître très soudaine. En fait, j'ai lancé Success Story en septembre, la version actuelle, et j'ai eu 10 clientes, 11 clientes, 20 clientes et 26 clientes là en décembre, et je pense que c'est pas fini pour décembre. Je vais sûrement en avoir 30, je pense. Donc vraiment, je pense que certaines personnes sur les réseaux se sont dit mais what the fuck, genre la nana elle a explosé d'un coup, du jour au lendemain elle gagne 30 000 euros par mois, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait dans cet épisode je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé parce que c'est important aussi de le dire, c'est important aussi de dire que j'ai pas commencé en septembre, même si sur les réseaux, voilà, je teasais le truc et j'ai lancé quelque chose de grand en septembre et j'ai vraiment trouvé ma voie cette année, j'ai pas commencé réellement cette année. En fait, ce business-là, à l'heure actuelle que j'ai, mon offre Success Story, qui est pour l'instant la seule offre que j'ai, elle est née cette année. Mais elle n'est pas née cette année en vérité. Même si je savais pas que j'allais lancer cette offre, je savais que j'allais créer quelque chose de grand, je savais que j'allais avoir un business, je savais que j'avais des ambitions, que j'étais destinée à quelque chose de plus grand depuis plusieurs années.
Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, je me forme, depuis plusieurs années, je tente des trucs. Et c'est ce que je vais t'expliquer au début de cet épisode. Je vais te parler un petit peu de mon passé d'entrepreneur qui est pas du tout aussi glorieux que celui de cette année. Mais voilà, j'ai tenté pas mal de choses. J'ai pas trouvé ma voie tout de suite. Donc si ça peut te rassurer, ne t'en fais pas. C'est pas parce que tu te plantes 1, 2, 3 fois que tu vas pas avoir une grosse réussite. Et c'est en général, c'est jamais la première fois. C'est comme dans d'autres thématiques. C'est jamais la première fois la bonne. Et bah dans le business c'est pareil. Et moi on a eu l'impression que c'était ma première fois parce que ce compte-là était très récent. Mais c'est pas vrai. En fait moi j'ai créé mon auto-entreprise en 2020. D'ailleurs si tu vas voir mon entreprise individuelle sur Google, sur société.com, tu vois que ma boîte a été créée début 2020. Donc déjà, première chose, mon auto-entreprise n'a pas fonctionné dès ses débuts. Là, ça va faire 3 ans que j'ai cette auto-entreprise déjà. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, moi j'ai fait une école de commerce et en 2020, c'était mon année de césure. Donc en gros, je devais faire 2 stages de 6 mois, de 4 à 6 mois dans l'année. Et j'avais pas du tout de cours cette année-là. C'était vraiment une année réservée à ta carrière professionnelle, en gros, pour trouver ce que tu voulais faire. Et donc moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je suis allée voir une nana, c'est un peu la conseillère d'orientation des écoles de commerce, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus la joie. En gros, moi, ce qui me gêne avec ces procédés-là, après, t'es obligé de tester pour savoir si t'aimes ou si t'aimes pas, donc encore une fois, c'est ok. Mais souvent, dans ces tests-là, c'est t'es bon là-dedans, bon bah tu vas faire ça. Par exemple, moi, quand j'étais au collège, j'aimais bien dessiner tout, l'art plastique, tout ça. On m'a dit, il faut que tu fasses les beaux-arts. Mais alors heureusement que j'ai pas écouté ces gens parce que moi mon fort c'est pas du tout la créativité et tout, ça me faisait chier et au fond de moi je sais très bien que je voulais un métier où je gagne de l'argent, etc. Bon, quand t'es artiste tu peux gagner beaucoup d'argent, je dis pas le contraire, mais voilà, je suis pas sûre que c'était la carrière qui était faite pour moi. Et donc en école de commerce, je dis que je fais, parce qu'à l'époque je faisais de la politique, donc je dis bah voilà, moi ce qui me fait kiffer à côté de l'école, bon j'avais pas énormément de cours donc heureusement que j'avais autre chose à faire, c'est faire de la politique, j'adore parler aux gens et tout, à l'époque c'était ça. Donc on m'a dit bon bah comme t'aimes bien tchatcher en gros, tu vas être chargé d'affaires. Chargé d'affaires, en gros, c'est commercial. Moi, j'avais pas du tout fait le lien. Je m'étais dit, bon, bah, chargé d'affaires, ok, nanana. Bam! La vie met en face de moi direct une opportunité. Je la saisis, donc je deviens chargé d'affaires dans une boîte de télécom. Déjà, dit comme ça, je sais pas ce qui m'est passé par la tête de vous faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, tout arrive pour une raison. Donc, je pense que c'était pour que je tire un trait sur cette carrière de commercial qui ne m'allait pas du tout. Et donc le premier mois ça allait très bien parce que j'étais en gros bras droit un peu du dirigeant, donc ça me faisait kiffer. Mais le deuxième mois je me suis retrouvée dans un bureau à devoir passer des appels téléphoniques 100 appels par jour, me prendre des ventes toute la journée et me dire mais en fait meuf tu fais pas 5 ans d'école de commerce à 30 000 balles pour appeler comme si t'étais un centre d'appel au Maroc. Il y a rien de méchant là-dedans, mais aujourd'hui toutes les entreprises sous-traitent ça. Pourquoi moi je fais ça ? J'ai des compétences beaucoup plus fortes que passer des coups de téléphone, me prendre des vents et tester des discours de vente de merde qui correspondent pas du tout à ce que moi j'envisage. Et moi je commençais déjà à m'intéresser à la com, au marketing et tout. Et du coup je disais à cette boîte, mais en fait est-ce qu'on peut pas faire des systèmes d'emailing ? Est-ce qu'on peut pas faire de la com sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. On aura beaucoup plus de taux de conversion. On m'a dit oui mais continue d'appeler. Donc je me suis retrouvée vraiment pas du tout à ma place, je chialais dans mon bureau, donc j'ai développé à cette époque une phobie des entreprises et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée à mon compte et qu'aujourd'hui j'entreprends. C'est même clair et net, j'ai commencé à faire, en fait moi je suis très, et c'est mes parents aussi qui m'ont appris ça, c'est même si t'aimes pas forcément ce que tu fais, tu le fais quoi. En fait, t'es pas une victime, donc tu te débrouilles. Et donc je me forçais à aller au boulot, j'avais la boule au ventre le matin pour y aller, et le soir quand j'étais avec mes proches et tout disparaissait, et dès que je retournais au boulot, la boule au ventre, je pleurais dans le bureau, et au final ça s'est même transformé sur mon corps, je faisais des plaques, etc. Donc une médecin que je remercie grandement m'a arrêtée, et au final j'ai pris la décision d'arrêter le contrat. Donc ça aussi, leçon les filles, j'ai pas mal de clientes aussi qui se sentent
quand vous avez un contrat enfermé, un contrat, ça se rompt, arrêtez de vous prendre la tête. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Donc moi, j'ai rompu ce contrat alors que je me disais, mais jamais ils vont vouloir et tout. Au final, même l'école m'a dit, non mais on est d'accord que tu fais pas ces études-là pour faire des appels téléphoniques, donc on va rompre le contrat. L'entreprise m'a dit, de toute façon, si t'es plus motivé, on va pas te garder. Donc tout s'est bien fini. Et là, donc j'arrête mon contrat, je me dis, c'est pas grave, je vais retrouver autre chose, je vais essayer de trouver quelque chose où je me sens mieux, même si j'avais vraiment été traumatisée de cette expérience en entreprise. Et là, Covid, bam, confinement et tout. Et là, je me dis, mais je trouverai jamais de stage. Donc je me dis quoi ? En fait, c'est trop bien. Parce que du coup, encore une fois, tout arrive pour une raison. Moi, j'ai vu vraiment le Covid et le confinement comme une véritable opportunité. Genre, j'ai jamais autant kiffé ma vie qu'à ce moment-là. Parce qu'en fait, je me suis dit, trop bien, mes parents me mettaient pas du tout de pression pour retrouver un stage parce que personne savait ce qui allait se passer. Donc, les entreprises cherchaient pas du tout de stagiaires. Donc, je me suis retrouvée, en fait, tranquille. Sans pression extérieure de l'entourage qui te dit, il faut trouver, il faut travailler, nanana. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période ? Et ça faisait déjà un an et demi que je m'intéressais au développement personnel et tout. Donc, je me suis dit, à l'époque, je vais créer un blog, une page Instagram et un blog autour du développement personnel, de l'investissement, de toutes ces choses qui me passionnaient à l'époque. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai appris à créer un site internet, à gérer un blog, à créer une page Instagram. Je me suis formée sur Canva à l'époque. Pour moi, maintenant, Canva, c'est l'outil que j'utilise quasi tous les jours. Et en 2020, je ne savais pas l'utiliser. C'est assez marrant quand je revois mes stories, etc., où je me formais sur Canva. Bref. Donc, j'ai profité de ce temps-là pour me former et pour lancer un projet à moi. Et ça m'était jamais arrivé et ça m'a fait archi kiffer. Je bossais toute la journée pendant le confinement et tout. J'adorais ce que je faisais. Et donc j'ai lancé un compte Instagram et petit à petit je me suis nichée dans la prise de parole en public. Parce que comme je disais, à l'époque je faisais de la politique et j'avais aidé certains candidats à des élections à créer leur discours, etc. J'adorais faire ça à l'époque. Et donc on m'avait dit, t'as une compétence, tu peux la monétiser, niche-toi là-dedans. Donc je me suis nichée là-dedans. Au début j'ai kiffé et tout. Et à un moment j'ai vite vu la limite, donc j'ai quand même commencé à générer de l'argent comme ça. La petite anecdote, c'est que mon premier client ça a été mon école, donc c'était assez marrant. Ils m'ont demandé de faire des vidéos pendant le Covid pour les étudiants, pour les aider à se préparer aux oraux, à se préparer aux écrits, à se développer personnellement, etc. Donc ça c'était un gros kiff. Tous les samedis je tournais des vidéos pour les étudiants, j'étais payée pour faire ça et à l'époque genre je devais facturer 200 ou 300 euros la vidéo et je trouvais ça incroyable. Je me faisais genre 1000 à 2000 balles par mois, c'était assez ouf. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, là je peux gagner de l'argent toute seule et surtout je peux gagner le salaire que je gagne quand je vais bosser au Leclerc à l'été ou au Grand Frais parce que oui, j'ai travaillé, j'ai fait des jobs étudiants et c'est indispensable selon moi pour se forger un mindset, etc. Mais en gros je me disais attends, là quand je suis au Leclerc ou au Grand Frais, je gagne 1500 balles en bossant tout le mois. Alors que là en faisant des vidéos, je gagne 1000 à 2000 euros par mois en faisant les vidéos en une journée par semaine. Donc c'est-à-dire qu'en gros 4-5 jours de travail par semaine me rapportaient pareil qu'un mois de travail dans le salariat. Et là ça m'a allumé une case et je me suis dit ok, donc en fait c'est vraiment possible. Donc après mon année de césure, j'avais lancé Apprenti Vivant, ça s'appelait Apprenti Vivant à l'époque. Je bossais un petit peu pour l'école et 2021 j'ai dû retourner un semestre en école, c'était en distanciel. Donc je continuais à développer mon compte Instagram, etc. Et le second semestre de 2021, du coup, je devais partir à l'étranger parce que c'était obligatoire pour valider mon année, mon diplôme, pardon, et j'avais pas pu partir à l'étranger avant à cause du Covid. Et donc, je suis partie en Suède. Et du coup, avant la Suède, j'ai tout arrêté mon business. Je me suis dit, j'ai pas envie de bosser là-bas. Il faut aussi que je profite, entre guillemets, de ma jeunesse. Là-bas, j'ai envie de kiffer, de me révéler, entre guillemets. Je savais que ça allait être une super expérience et je voulais pas m'embêter, en fait, avec des clients, etc. Du coup, je suis partie en Suède, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté mon compte Apprenti Vivant et tout. Je pense que j'avais fait un peu une overdose, on va dire, des réseaux sociaux. Et en fait, comme c'était pas clairement ma mission au fond de moi, je le faisais en me disant je peux pas abandonner, etc. Et au bout d'un moment, cette mentalité-là, elle fait tout l'inverse, elle crée tout l'inverse. Ça veut dire, en tout cas chez moi, que j'arrête tout du jour au lendemain, sans plus parler à personne, etc. Donc j'ai arrêté totalement mon compte, j'ai arrêté totalement mon activité, je suis partie en Suède, et là ça m'a fait un bien fou. J'ai coupé, comme je disais dans l'épisode précédent, j'ai coupé toutes les infos, etc., tous mes liens avec la France, c'était vraiment top. Je suis rentrée et je devais faire un stage de fin d'études, et je l'ai fait ce stage à Canal+. Donc je m'étais dit en fait, j'ai bossé en TPE, PME, TPE, j'ai bossé à mon compte, j'ai bossé dans une start-up il y a très longtemps, au tout début, mon premier stage en école
de commerce. Donc ce qui me manque, c'est un grand groupe. Et grâce aux écoles de commerce, on peut quand même rentrer assez facilement quand on a un profil pas dégueu dans des grands groupes, L'Oréal, Ferrero, ce genre de trucs. Et du coup, moi, je suis rentrée chez Canal+, parce que je me disais, un média, ça peut être sympa et tout. Bref, j'ai eu énormément de chance, parce que du coup, j'avais une grosse angoisse de retourner en entreprise, dans un grand groupe et tout, c'était ma phobie. Mais je me suis dit, allez, je le fais, comme ça, j'ai aucun regret par la suite. Et j'ai eu énormément de chance, même si je sais que c'est le destin qui a mis cette personne sur mon chemin. J'avais une responsable qui était clairement incroyable et qui m'a choisie aussi pour mon parcours un petit peu particulier de politique, d'auto-entreprise, etc. parce qu'elle s'est dit, et de job étudiant, parce qu'elle s'est dit cette nana c'est une bosseuse et qu'elle est un petit peu pareille. Et du coup j'ai eu énormément de chance de tomber dans cette équipe parce que ça s'est super bien passé. J'ai passé 6 mois trop bien. En vrai, c'était trop cool. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire parce que les paillettes et tout, ça me gonfle. Les stars sont insupportables, ce n'est pas une légende. Et surtout, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre et que t'as pas la reconnaissance que tu mérites quand tu bosses pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même eu des souvenirs incroyables. Je suis allée au César, j'ai rencontré plein de gens et j'avais une équipe incroyable, donc franchement ça se passait super bien. Mais du coup je me suis dit bon, la vie à Paris c'est pas du tout pour moi. Je voyais les gens galérer pour 2000 balles par mois, faire des horaires de ouf, prendre le métro, être aigri et dire de toute façon on n'a pas le choix, quand on est jeune on est obligé d'être à Paris, il y a que là où il y a des opportunités et puis de toute façon on est obligé de gagner pas beaucoup parce qu'on débute, dans 5 ans on gagnera mieux et tout. Et moi ça me donnait de l'eczéma quoi d'entendre ce genre de discours. Je me disais mais en fait moi je sors d'école de commerce, je veux un gros salaire. Et les gens me disaient mais enfin en fait ouais c'est bien si tu le veux, c'est cool, mais en fait c'est pas la réalité. Et du coup je me suis dit en fait j'ai pas envie de rester à Paris déjà parce que j'ai pas envie de bosser dans une boîte, donc de toute façon j'ai pas besoin de ces opportunités soi-disant à Paris. Et surtout la mentalité des gens ça me saoulait, les gens allaient en after work tous les soirs pour se plaindre de leur taf et tout, flemme, grosse flemme vraiment. Donc je suis revenue chez moi à Dijon et j'ai eu, encore une fois, même si je crois pas en la chance de pouvoir intégrer l'agence de mon chéri en tant que directrice parce que j'avais déjà bossé dans sa boîte en stage, etc. Et donc j'ai géré tout le management, la communication, le suivi des projets. J'ai mis en place plein de process dans sa boîte. J'ai eu quand même de quoi me retourner après ces mauvaises expériences. Et à côté, je développais mes réseaux sociaux puisque j'ai lancé mon compte TikTok pendant que j'étais en stage de fin d'études à Canal+. Et j'ai vu que ça prenait et tout. Donc je me suis dit, je vais retourner chez moi à Dijon, avoir une vie quand même sympa et développer mes réseaux à côté et voir ce que ça donne. Et au final, ça a très bien marché. Et la suite de l'histoire, en général, tu la connais si t'as écouté mes autres épisodes. C'est que j'ai développé ces comptes-là, j'ai créé mon compte Instagram, etc. Mais du coup, ce que je voulais te dire, c'est que ça marche pas forcément du premier coup. Et si t'abandonnes un truc qui n'est pas vraiment fait pour toi, c'est pas un échec, c'est vraiment juste une manière de continuer d'avancer et de rayer des trucs. Il vaut mieux savoir ce que tu veux pas faire plutôt que rien savoir du tout. Donc en fait, moi, à travers Apprenti Vivant, j'avais essayé de lancer une formation en ligne autour du storytelling. Et ça a été un flop total. Vraiment, ça a été un flop total et une désillusion parce que j'avais bossé dessus pendant 1 mois. J'ai sorti la formation, je me suis dit je vais avoir full vente et tout. J'ai fait un lancement, j'ai eu 0 vente, enfin si j'ai dû faire 1 ou 2 ventes de potes à moi. Mais vraiment, ça a été la désillusion et en fait, erreur à ne pas reproduire. J'ai arrêté, j'ai supprimé la formation et tout parce que en une journée j'ai pas fait de vente. Mais déjà faut bien savoir que potentiellement j'aurais pu faire des ventes derrière, c'est juste que tu fais pas forcément des ventes dès le premier jour, les gens ont besoin de plus. Mais vraiment, j'ai vécu ce truc comme un truc atroce et je me suis dit mais en fait je suis nulle et tout. Et c'est aussi pour ça je pense que j'ai arrêté mon compte et tout. Je me suis dit, voilà, c'était mon premier échec et je l'ai très mal vécu. Et en fait, la leçon de ça dans ton business, ça doit être que tu dois pas créer une offre pour toi. En fait, pendant 1 mois, j'ai bossé sur cette offre dans mon coin. Je me suis dit, tout le monde a besoin de savoir le storytelling et tout. Et au final, en fait, j'ai pas travaillé cette offre autour de ma cible, autour de son besoin. Et ce que j'aimerais aussi te dire à travers cet épisode, c'est que même si dans le marketing, dans les écoles, on te dit que tu peux créer le besoin, c'est faux.
tu crées pas un besoin. Tu réponds à un besoin et c'est pour ça que ton offre elle marque, mais si tu cherches à le créer, c'est pas possible, ça marchera pas, tu feras pas beaucoup de ventes et tout. Il faut que ça réponde à un besoin. Mais c'était une super expérience parce que du coup à travers Success Story, j'ai pas du tout reproduit ça, je t'expliquerai un petit peu plus dans la chronologie des choses, mais à travers Success Story, je réponds à un besoin très clair que j'ai réussi à identifier au fur et à mesure de créer mon offre, d'échanger avec ma cible, etc. C'est que quand tu fais des études dans le sport et la nutrition, tu apprends des compétences très techniques, de coaching, de sport, de nutrition, machin, mais tu n'apprends pas à développer ton business et encore moins un business en ligne, à communiquer sur les réseaux, à vendre tes offres, à créer tes offres, à fixer tes tarifs, etc. Tu apprends à être coach dans une salle de sport en gros. Donc j'ai identifié ce besoin et je me suis proposée comme la solution à ce problème. Et du coup, c'est pour ça que je vends énormément, c'est parce que il y a un besoin, il y a un véritable besoin et je réponds à ce besoin. Point barre. Et ça, je l'ai appris à travers cet échec d'apprenti vivant. Donc voilà, première chose pour te dire que si j'ai réussi cette année, ça s'est pas produit du jour au lendemain en 3 mois. C'est que j'ai eu des échecs avant aussi, j'ai testé des trucs et j'ai mis du temps à trouver ce qui me correspondait vraiment. Donc comme je te disais, quand je suis rentrée, j'ai développé mes réseaux sociaux à fond et j'ai commencé à générer mes premiers revenus. En gros, à partir de début novembre, je me suis dit en janvier je dois rembourser mon prêt, donc là je m'y mets. Et en décembre, j'ai réussi à avoir mes premiers contrats. J'ai eu 2 contrats UGC, un contrat influence avec Domios, d'ailleurs c'était incroyable à l'époque, je me disais c'est ouf, je bosse pour une grosse marque comme ça. Et j'ai gagné 800 € en décembre grâce à la création de contenu et 90 € grâce à l'affiliation, donc en tout 890 €. Donc en décembre, c'était assez cool pour les cadeaux de Noël et surtout en me disant bon bah j'arrive en janvier, je dois 500 balles par mois, je sais que c'est possible, maintenant je vais les faire tous les mois. Et en janvier, j'ai fait 400 € de commission avec une marque parce que j'avais blindé de vidéos en cours novembre-décembre. Et j'ai eu un contrat UGC, donc j'ai encore gagné à peu près 800 € en janvier. Donc ça c'était cool. Et février c'était mon plus gros mois, je t'en reparlerai parce que j'ai eu des gros dossiers UGC. Mais du coup en décembre, pendant les vacances, ça m'a pris d'un coup comme ça, je me suis dit pourquoi est-ce que je créerais pas un produit digital à moi qui me rapporte de l'argent sans que j'ai besoin de dépendre de contrats, des marques extérieures, etc. J'avais trop envie de monétiser mes comptes. Avec mon propre produit, me faire mon propre argent, etc. Et donc pendant toutes les vacances de Noël, je me rappelle l'année dernière, je me suis formée à créer une page de vente, à créer un produit digital, à le lancer, à plein de trucs, j'ai passé du temps et évidemment à créer le produit qui, pour celles qui étaient déjà là, s'appelait le Go Muscu Planner et qui était en gros un planeur de l'année 2023 pour les Go Muscu qui pouvaient rentrer leurs recettes de la semaine, leur planning de séance, leur PR, etc. C'était vraiment mon but, c'était d'avoir un endroit, une safe place du Go Muscu où il peut écrire tous ses objectifs, toute sa planification, etc. Et cette idée, en gros, elle m'est venue parce que je me suis dit, bon bah je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, donc je vais pas vendre un programme de sport ou quoi. Donc peut-être que je peux m'orienter vers cette thématique organisation, etc. Parce qu'à l'époque, j'arrivais quand même à être assez disciplinée et je voyais que les gens me disaient, mais moi j'arrive pas à planifier mes repas, etc. Donc je m'étais dit, bah why not lancer ce truc. Donc j'ai mis vraiment toute mon énergie et je l'ai lancé en janvier. Je vendais ce produit à 25 € et je sais plus exactement combien j'en ai vendu, mais j'ai fait à peu près 1500 € de vente. Donc ça fait à peu près 1000 € quand on enlève l'URSSAF. Donc c'est pas énorme. J'ai fait 731 € en janvier, 400 et quelques en février et 200 et quelques en mars. Et après mars, j'avais plus envie de vendre ce truc parce que, et là, leçon très importante de cet épisode, parce qu'en fait, je me suis rendu compte après et j'ai analysé pourquoi j'ai pas réussi entre guillemets parce que je m'étais dit ce produit je vais le vendre vraiment toute l'année en continu et voilà ça va devenir mon produit phare machin. En fait, j'étais pas 100% alignée avec ça et ça me correspondait pas. Et comment j'ai découvert ça, c'est que je me suis de plus en plus intéressée à ce qu'on appelle l'ikigai et je t'invite aussi à faire de même pour un petit peu trouver, entre guillemets, ta voie ou l'offre qui te correspond ou ce que tu veux faire. Et l'ikigai, en gros, c'est un modèle pour trouver ce qui est véritablement fait pour toi. Et du coup, en gros, c'est un mélange de ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde
a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré en gros. Et moi, mon offre Go Muscu Planner, en gros c'était dans ce que j'aime, donc le sport et la nutrition, ok, mais c'était pas dans ce que je suis douée à faire. En gros, l'organisation, ça a jamais non plus été mon point fort. Moi-même, je galère des fois à planifier mes repas, à planifier mes séances, etc. Donc en fait, j'ai fait un outil qui me correspondait pas forcément à 100% à moi, et au bout d'un moment je savais que j'allais un peu le laisser tomber. Je suis du genre moi à acheter un planeur tous les 3 mois et à jamais m'en servir. Vraiment, je pense que d'autres filles se reconnaîtront dans mon cas, mais j'achète tout le temps des carnets et tout, au final je m'en sers pas, enfin voilà. Et je pense que c'est parce que je vais pas toujours au bout des choses, en tout cas dans l'aspect perso de ma vie. Et c'est pour ça que j'étais pas 100% alignée avec ce planeur, je voulais pas faire tout mon contenu autour de ça, etc. Donc c'est pour ça, je pense que ça a pas fonctionné. Donc ça, leçon très importante pour le business en 2024, trouve ton Ikigai. Moi, mon success story, elle est clairement dans mon Ikigai et je considère que c'est le facteur principal à la réussite de ton business, de ton offre, c'est que ça doit correspondre à ton Ikigai. Moi, en gros, c'est dans la thématique que j'aime, donc le sport, la nutrition. Je fais ce pourquoi je suis douée, la communication, le business, le mindset au sein de l'offre que je propose pour mes clientes. Je fais ce dont le monde a besoin, en tout cas ma cible a besoin de cette offre, comme je te l'ai expliqué, parce que je réponds à un besoin, une véritable problématique de cette cible. Et quatrièmement, je suis rémunérée pour ça parce qu'évidemment c'est une offre payante. Donc, que demande le peuple ? On adore, je fais ce que j'aime, je suis alignée avec mon offre et donc j'ai des résultats proportionnels, on va dire, à ça. Donc si tu veux approfondir cette thématique, je t'invite à regarder des vidéos sur le sujet, à écouter des podcasts et à faire les tests en ligne. Je les ai pas testés, mais j'ai vu qu'il y avait plein de tests en ligne pour trouver son Ikigai, etc. Donc ça pourra que t'aider. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, etc. Et il y a que comme ça que tu pourras créer une offre, encore une fois, qui soit alignée à toi et à ton Ikigai. Autre truc aussi autour des produits digitaux, et moi je pense que c'est pour ça que j'ai laissé tomber ce planeur aussi, c'est que on se dit, je vais créer un produit digital pour monétiser mon compte et je vais faire de l'argent quand je dors et voilà. Genre, les gens vont payer et basta. On se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Déjà, si tu communiques pas sur ce produit, les gens l'achèteront pas. Et ensuite, si tu vends un produit qui n'est pas cher, et moi je m'en suis rendu compte grâce à ce produit-là, et c'est pour ça que je voulais te transmettre un petit peu cette leçon que j'ai tirée de ça, c'est que si tu vends un produit à 25 balles, tu auras peut-être plus de ventes parce qu'il y a moins de freins à l'achat et que la plupart des gens ont 25 €, tu vois. Mais tu auras beaucoup plus de SAV derrière. Par exemple, moi, j'avais des nanas qui achetaient mon planeur en croyant que c'était un programme. Et elles me disaient, pourquoi il n'y a rien dans les cases ? En fait, c'est un planeur, c'est pas un programme. Tu crois que tu vas avoir un programme sportif et nutritif, et nutritionnel, pour 25 balles ? En fait, il y a des gens, oui. Donc en fait, moi, ça me prenait une énergie, ça me frustrait, etc. Je me retrouvais avec des clients que je voulais pas, quoi. Et voilà, c'est pas méchant, mais il y a des gens un peu bêtes et tout. C'est pas mes clients, désolée. Aujourd'hui, mes clientes, elles sont motivées, elles sont... elles savent qu'elles ont un potentiel, elles ont des ambitions, etc. J'ai les clientes aujourd'hui que je mérite. Là, à travers ce planeur, j'avais des gens qui me saoulaient et qui me dégoûtaient de ce produit, qui me dégoûtaient du business. Donc ça, c'est le red flag. Si tu vends peu cher, tu vas te retrouver avec des gens chiants, des gens qui te font avoir du SAV, des gens qui puissent ton énergie et des gens potentiellement qui vont te faire abandonner et tout arrêter parce que tu penses que c'est toi le problème alors que c'est eux. Donc attention, je dis pas qu'il faut pas faire de produits digitaux, moi peut-être que j'en lancerai, mais j'en lancerai jamais, je pense, en dessous de 50, 100 € parce que malgré tout, il faut quand même qu'il y ait une petite réflexion avant l'achat parce que sinon c'est toi qui récupères les problèmes derrière et flemme de devoir rembourser la terre entière, de devoir se justifier, etc. Et aussi, chose très importante, c'est que tu risques d'avoir beaucoup plus de clients pas satisfaits. Et à l'heure actuelle, sur Internet, sur un business en ligne, le taux de satisfaction de tes clients va être super intéressant, important, dans le sens où moi, tu vois, dans Success Story, j'ai 100% de satisfaction et donc toutes mes clientes me recommandent mon programme et tout, donc ça rassure les gens qui hésitent et ça en attire de nouveau. Donc ça, c'est jackpot. Donc pareil, si tu fais un produit digital, il faut qu'il soit archi quali, il faut que les gens aient l'impression d'avoir payé moins cher que la valeur vraiment à l'intérieur de ton truc. Et ça, c'est assez difficile. Ça demande aussi du travail et de se dire, en fait, il faut que je puisse donner plus que ce que les gens ont payé. Donc ça, faut être
prêt à le faire, mais encore une fois t'es pas obligé, tu peux avoir une autre offre qu'un produit digital et comme ça tu te prends pas la tête. Mais voilà, le disclaimer à travers les produits digitaux, c'est que n'écoute pas les gens qui te font rêver à te dire que tu vas gagner de l'argent quand tu dors. C'est possible, mais ça demande évidemment du travail, de communication, etc. Donc passons à la partie la plus intéressante de mon année, c'est-à-dire à partir de mai, quand j'ai lancé Success Story. Success Story est né d'un coup de tête. Et ça, c'est ma plus grosse leçon de l'année, c'est écoute ton intuition. Si t'as envie de faire un truc, mets-le en place directement, passe à l'action. On s'en fout que ce soit pas parfait, on s'en fout. En fait, je sais que moi, là, ça a été la meilleure décision de ma vie de poster une story parce que j'ai eu cette idée en me disant bon bah je vois que mes vidéos YouTube plaisent, je vois qu'il y a plein de gens qui me posent des questions sur comment j'arrive à générer de l'argent alors que j'ai pas énormément d'abonnés, etc. Il y a un besoin. Donc je me suis dit bon bah allez, pourquoi je posterais pas une story où je dis que je vais accompagner 2-3 personnes ce mois-ci à faire grossir leur communauté sur les réseaux sociaux, à avoir des collaborations, etc. À la base, c'était juste TikTok et juste collaboration avec les marques. Et au final, je vais t'expliquer comment j'ai élargi mon offre au fur et à mesure. Mais à la base, je me suis dit, bon bah je fais ce que je suis 100%, presque 100% certaine de pouvoir réussir, c'est-à-dire aider une nana à grossir son compte TikTok et avoir des partenariats avec des marques. Et en une story, j'ai posté un formulaire que j'ai fait en 15 minutes quand j'ai eu l'idée. J'ai posté la story, j'ai fermé mon téléphone et je me suis dit mais je sais pas ce que je viens de faire, je sais pas dans quoi je me lance, mais go, en fait je m'écoute et je me fais confiance. J'ai eu 20 à 30 candidatures je crois en quelques heures et là je me suis dit ok, donc il y a un besoin, donc là je vais essayer de sauter dedans en fait et ça se trouve c'est l'opportunité que j'attendais depuis des années, des mois où je me répète que je peux réussir, je me répète que je sais pas comment je vais y arriver mais que je vais y arriver, etc. Donc je me dis en fait let's go. Je n'avais rien de prêt. J'ai mis cette story parce que je savais que je pouvais le faire, mais je n'ai pas réfléchi au comment j'allais le faire. C'est-à-dire que j'avais pas prévu les étapes qui allaient se passer dans mon coaching, j'avais pas prévu si je faisais des visios, etc. Et au final, j'ai eu 2 super profils. J'ai fait un appel, j'ai conclu la vente, j'ai vendu, je crois qu'à l'époque c'était 300 € le mois et j'avais pas d'engagement en gros. Et je me suis dit comme ça, je travaille quand même à ma juste valeur même si je savais que le prix allait augmenter. Mais je me suis dit je vais pas mettre trop bas parce que je veux que des nanas vraiment motivées pour qu'elles aient des résultats et voilà pour que ça se passe bien parce qu'au début je savais pas si je voulais faire ça de ma vie quoi. Et surtout je me suis dit je mets pas le prix fort dès le départ comme ça tout le monde est content. Mais je mets quand même un prix qui me paraît juste. Et les 2 nanas signent d'un coup, me disent c'est trop bien, donc ça me conforte dans mon idée. Et je fais mon premier mois avec une visio par semaine avec chacune des filles, donc j'en avais 2, pour valider un petit peu ma structure. Je savais déjà que j'allais les faire passer par l'aspect personal branding, positionnement. Ensuite, par l'aspect, on va créer une stratégie de contenu, visibilité, etc. Et ensuite, on va aller chercher des marques. Donc ça a toujours été dans ma tête et c'est encore aujourd'hui la structure de Success Story. Mais à l'époque, je faisais des visios pour comprendre ma cliente. Et ça, je te le garantis, je savais que je n'allais pas continuer à faire des one-one, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je me suis dit, le premier mois, si je veux aller plus vite, si je veux que mes clientes aussi aient des résultats, si je veux apprendre à les comprendre et créer ensuite une offre incroyable, irrésistible, il faut que je passe par ces étapes où je comprends clairement ma cliente et où je considère pas que je sais tout faire et je sais exactement ce qu'elle va penser. Parce que évidemment que je suis capable de l'emmener d'un point A à un point B, mais il y a peut-être des choses que moi, dans ma situation actuelle, auxquelles je ne pense plus. Dis-toi bien que quand tu crées une offre, c'est que tu as une compétence et si tu vends cette compétence et tu vends cette transformation, ça veut dire que la personne, elle est pas du tout à ton niveau à l'heure actuelle et que c'est très très dur de te remettre dans la peau de la personne que tu étais avant potentiellement ou que tu veux aider. Donc la meilleure manière de comprendre ta cliente, c'est d'y être confronté, d'échanger avec elle, même si au début tu dois fournir plus d'efforts, même si au début tu dois te vendre moins cher, je te garantis qu'il y a que comme ça que tu vas créer une offre de dingue qui correspondra exactement à ce que ta cible recherche. Et encore une fois, la leçon c'est que tu ne sais pas tout. C'est faux, tu as des compétences, mais il faut aussi que tu apprennes de ta cible pour pouvoir créer une offre qui correspond
et à tes compétences et à ce qu'elle recherche vraiment et des choses auxquelles t'as pas forcément pensé. Et évidemment, ça cartonne. Ma première cliente atteint les 10 000 abonnés en un mois, je crois. Aujourd'hui, elle a 100 000 abonnés sur TikTok, 30 000 sur Instagram, etc. Et donc, ce fait aussi de m'être lancée alors que j'étais pas prête, alors que j'avais qu'une offre très nichée et tout, ça m'a permis de suivre ma cliente. Et quand elle a voulu se développer sur Instagram, de l'aider à se développer sur Instagram, donc d'ajouter ça dans mon offre. Et puis quand elle a créé son business, qu'elle a eu ses premières clientes, de l'aider à développer ce business, à avoir ses premières clientes. Donc j'ai intégré ça dans mon offre, etc., etc. Et c'est comme ça que Success Story est devenu en quelques mois une offre archi complète où les filles, quand elles rentrent, elles se disent mais what the fuck, genre c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est ultra complet et je suis aidée de A à Z dans ma création de contenu et dans mon business si je suis dans le sport et la nutrition. Et ça, c'est insane et personne d'autre le propose dans cette thématique. Donc je suis archi fière de ce que j'ai construit, je pense que tu l'entends, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, cette construction d'une offre irrésistible, elle se fait avec tes clientes. Donc il faut vraiment que tu commences à, même quand t'es pas prête, même quand t'as rien, tu prends 1, 2, 3 personnes, pas cher, on s'en fout, mais tu co-crées cette offre et c'est que comme ça qu'elle va être incroyable et qu'elle va cartonner par la suite. Cette stratégie, elle te permet également de récolter des témoignages. Moi, je sais pertinemment que les témoignages de Chloé et les résultats de Chloé ont attiré énormément de monde parce que ça montre que t'es capable de le faire pour toi, parce que moi, en fait, ma première preuve sociale, c'était moi-même, mais t'es aussi capable d'aider d'autres nanas à le faire. Et ça, c'est différent. Bon, les filles, petit update, ma caméra se met en surchauffe toutes les 10 minutes, donc je pense que je vais raccourcir un peu l'épisode. De toute façon, je savais que j'allais faire un épisode un peu plus long que les autres, mais voilà, au moins ça me bouge à me dépêcher. J'ai plus de batterie dans la cam, donc je vais changer ça avant de reprendre. J'ai une de mes lumières qui s'est éteinte, enfin bref, c'est la cata, mais on continue les filles, mieux vaut fait que parfait. C'est aussi la leçon de l'année, c'est que tant pis, même s'il y a des trucs qui vont pas, poste-les, c'est ok, et tu sais pas à quel point les gens vont pouvoir s'identifier aussi à ta transparence, à ton honnêteté et à ce que tout soit pas parfait, parce que dans la vie de personne c'est parfait. Donc voir ça sur les réseaux et dans un business, c'est aussi agréable. Et moi je sais qu'il y a plein de mes clientes qui me font confiance parce que je partage absolument toutes les coulisses de mon business, les coulisses de mon offre, et ça c'est vraiment une grosse leçon de 2023. C'est n'aie pas peur d'être vulnérable, transparente, honnête, parce que les gens recherchent ça. Si t'es trop parfaite, que tu partages jamais ce que tu ressens réellement, les coulisses de ton business, etc., ce que t'as vécu dans ta vie, ton histoire, ton storytelling, les gens vont te prendre pour un robot et n'achèteront pas chez toi. À l'heure actuelle, il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui ont un business en ligne. Ce qui fait la seule différence, c'est ton histoire, c'est ta personnalité, c'est ce que tu partages, c'est ta vulnérabilité, encore une fois, ton honnêteté. Vraiment, conseil de 2023 pour 2024, mets en place une stratégie de contenu, une stratégie de vente, etc., qui soit alignée à toi, où tu puisses partager les choses qui permettront à ta cible de s'identifier à toi et de te faire confiance. Allez, je vais finir sur une dernière touche, un dernier conseil lié à l'explosion de Success Story sur les derniers mois. C'est que du coup, la suite de Success Story, en gros, ça a été que pendant juillet-août, j'ai pris 0 cliente et je me suis concentrée sur l'aspect formation en ligne, création d'une plateforme où mes élèves puissent avoir énormément de ressources vidéo pour avancer à leur rythme, énormément de workbooks pour se poser les bonnes questions et appliquer tous mes conseils à leur propre compte, à leur propre business, etc. Développer l'aspect communauté, programmer un peu les lives, etc. Bref, construire l'offre Success Story telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un accompagnement vraiment de A à Z pour ta réussite et un accès à vie. Donc en septembre, j'ai pris 10 clientes et vraiment pour moi c'était ouf, c'était énorme et tout. Et en fait, je sais que j'aurais pu en prendre plus, mais je pense que ça me rassurait de me dire bon, j'en ai 10. Et à la base, en septembre, pour être 100% honnête avec toi, je me disais, bon si j'ai 10 clientes par mois jusqu'à décembre, ce serait incroyable, ce serait génial. Et en fait, moi dans ma tête, grosse croyance limitante qu'il faut pas que tu aies l'année prochaine si tu te lances dans le business, c'est que je me disais, en fait, avoir le même nombre de clients par mois, c'est déjà énorme parce que potentiellement, plus tu puises dans tes ressources et moins tu as de gens à ta disposition pour devenir tes clients. Par exemple, je me disais, si j'en prends 10
en septembre, j'en ai déjà 10 de moins qui seront prêtes à acheter en octobre, donc il faut que j'aille en rechercher 10, etc. Enfin voilà. Et en fait, grosse croyance de ma part. Et donc, octobre, j'ai pris 11 personnes et je pense que j'étais encore dans ma croyance de je vais faire 10 par mois, c'est déjà très bien. Et au final, ma coach Margot, dont j'ai même pas parlé, mais c'est en partie grâce à elle, ma réussite de cette année. Enfin, c'est grâce à moi, principalement, évidemment, mais c'est grâce à son accompagnement aussi que je me suis dépassée et je m'inspire énormément d'elle et c'est elle qui me pète certaines croyances que j'ai encore, notamment celle de 10 par mois sera déjà énorme, toute seule, etc. Et au final, elle m'a dit, mais meuf, en fait, tu peux en avoir 20, 30, etc. Il n'y a pas de limite, je te le garantis. Et moi, je me disais, oui, mais si je prends pas beaucoup plus d'abonnés, bah, j'aurai moins de ressources dans mes abonnés. Et ça, c'est une grosse erreur. Plus tu vas parler de ton offre, plus tu vas échanger avec des gens, plus les autres personnes vont parler de ton offre, etc., plus tu auras de demandes entrantes, je te le garantis. Donc, en fait, il faut pas que tu te mettes 10 personnes par mois, il faut que tu te dises, bon bah j'en prends 10, 20, 30, 40, 50 et nos limites en fait. Et moi c'est ce que là je me suis dit. Et du coup en novembre j'ai eu 20 personnes et là en décembre, comme je te disais, on est à 25, 26 je crois, donc potentiellement je vais taper les 30. Donc ça veut dire que j'ai un chiffre d'affaires qui augmente de ouf tous les mois. En chiffre d'affaires en gros signé en septembre j'étais à 15 000 euros du coup, en octobre un peu plus. En novembre, 30 000. Et là, je sais même pas faire le calcul en décembre, mais presque 40 000. Et en encaissé, du coup, en septembre, j'étais à 5 000. En octobre, 10 000. Et en novembre, du coup, j'étais à presque 20 000. Et en décembre, là, je vais être à 30 000. Donc, c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable parce que, bah, moi, j'y crois, on va dire. Ce mot est un peu biaisé. Mais c'est ouf, quoi. C'est génial. Et je pensais pas ça possible il y a encore un an. Donc, la conclusion de cet épisode, ça va être, tu sais pas où tu seras dans un an. Mais si tu commences maintenant, si tu commences à faire les efforts, si tu commences à penser autrement, à t'inspirer, à te dire que c'est possible, je te garantis qu'à un moment, même si tu sais pas encore comment tu vas y arriver, tu vas y arriver. Moi, je t'aurais jamais dit que j'allais avoir cette idée de success story, j'aurais jamais dit que j'allais accompagner les filles dans le sport et la nutrition sur les réseaux, puis maintenant même dans leur business pour avoir plus de clientes et pour devenir épanouie, se sentir plus libre, gagner plus d'argent, etc. Mais en fait, je sais que c'est arrivé parce que je le mérite, parce que ça fait des mois que je travaille, des mois que j'y crois, des mois que je développe mon développement personnel, c'est le cas de le dire. Et ce sera la thématique du 3e épisode de cette série de bilan 2023 pour cartonner en 2024. Ce sera l'aspect mindset et je te donnerai les leçons mindset qui m'ont le plus aidé cette année et qui vont t'aider l'année prochaine. Je te dis à très vite ma queen. J'espère que tu auras été inspirée à travers cet épisode. Tu vas tout casser, je te le garantis, et je te dis à très vite.